Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas, je vais me mettre au centre, je crois, de mes invités. Je suis ravie d'être ici, dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour cet ensemble de débats, la Cité de la Réussite. Alors nous, vous le savez, notre thème aujourd'hui, c'est, j'allais dire, avec une formulation un peu étrange, mais on va essayer de l'éclairer, vivre pour créer et créer pour vivre. Autant vous dire que nous allons nous interroger avec nos invités. Vous allez le voir, ils sont divers et surtout nombreux et très riches. Nous allons forcément nous interroger sur le processus de création. Au fond, est-ce qu'on crée parce qu'on poursuit une sorte de rêve, d'idéal, voire un idéal politique? Est-ce qu'on crée parce que c'est simplement en soi-même, comme une impulsion, comme quelque chose qui nous dépasse et qui est de l'ordre de l'instinct? Est-ce qu'on crée aussi à partir d'un geste, un peintre, un coup de pinceau sur une toile? Est-ce que l'on crée aussi parce que on a l'habitude de travailler son domaine et que ce travail nous amène à la création? Est-ce qu'on crée aussi d'ailleurs tout simplement de façon prosaïque pour vivre, pour gagner de l'argent, pour participer peut-être à un marché de l'art? On va s'interroger bien sûr sur tous ces stimuli de la création avec nos invités. Et puis bien sûr, on verra aussi si l'acte de créer nous emmène, individus et collectivités, eh bien, à rêver, c'est-à-dire à nous élever vers quelque chose de, j'allais dire, de différent de notre condition d'être mortel, et peut-être aussi, pour rejoindre le thème général de cette Cité de la Réussite, les uns et les autres, créateurs et admirateurs, créateurs et publics, à avoir peut-être un peu plus confiance en nous. Alors, je vais appeler les participants à ce colloque et à ce débat. Vous allez le voir, ils sont très divers puisque nous avons 4 artistes et 2 personnalités qui sont insérées dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Je crois que ce sera très intéressant d'avoir leur regard aux uns et aux autres. Et avant de commencer à discuter, nous entendrons aussi un très beau violoniste qui vient de remporter le concours Long Thibault. Alors j'appelle rapidement, parce qu'ils vont s'installer autour de nous, Thomas Dutronc. Alors qu'ils entrent, merci, c'est gentil. Thomas Dutronc, ben bon, je ne le présente pas, bien sûr, compositeur, qui est guitariste virtuose et qui défend en ce moment un nouvel album magnifique. Et puis Lilia Hassen, qui est à la fois journaliste et romancière. Alors voilà, ils vont me reléguer de ce côté, qui a eu d'ailleurs le prix Renaudot des lycéens pour son dernier livre, Panorama, en 2023. Alors Jean-Charles, alors il est là, Jean-Charles de Castelbajac, on ne le présente pas, bien sûr. Vous savez qu'il va faire les costumes de la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame, ou en tout cas les ornements, Jean-Charles, les ornements, voilà. Donc c'est un styliste avec son originalité, un grand dessinateur aussi, on ne le présente pas. Christian Courtin, qui, asseyez-vous, merci. Qui bien sûr a repris toute cette entreprise familiale magnifique qui s'appelle Clarins et qui nous parlera bien sûr de cet héritage et de ce qu'il veut, de son insertion aussi dans la culture. Et puis Gérard Beckerman, ben, assieds-toi. Voilà. Et puis, alors Gérard Beckerman qui lui, bien sûr, dirige l'AFFAIRE, l'Association française d'épargne et de retraite, mais qui est aussi un grand pianiste, amateur de piano et grand pianiste, et qui est le président du concours Long Thibault. Et puis, alors je prends mes fiches parce qu'évidemment, c'est un nom difficile, cher, merci, un peintre chinois qui a fait les Beaux-Arts à Pékin et les Beaux-Arts à Paris, et qui s'appelle Jiang Hongchen, et qui fait, merci infiniment de venir nous retrouver. C'est notre 4e artiste.
et qui a illustré aussi de nombreux albums pour la jeunesse. Voilà donc qui introduit notre débat sur globalement la création. Vous avez compris que nous avons donc 4 créateurs, artistes, et puis 2 personnalités du monde de l'entreprise, mais qui sont bien sûr aussi passionnés par la culture. Nous avons aussi nos panélistes qui ont déjà réfléchi au thème et qui vont répercuter, j'allais dire, les questions qui sont le fruit de leur réflexion. Et puis bien sûr, vous, dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui est magnifique, première fois moi que j'anime un débat ici, eh bien vous aurez la parole et c'est bien normal. Alors peut-être, on va essayer d'entendre évidemment d'abord tous nos participants, mais de façon assez courte, si je peux leur demander ce petit effort. Peut-être d'abord Lilia Hassen. Je rappelle que vous êtes journaliste, romancière. Vous avez écrit 3 livres chez Gallimard, dont le dernier qui s'appelle Panorama, c'était en 2023, qui a donc reçu le prix Renaudot des lycéens. Et ce livre est une sorte de, j'allais dire, de dystopie sur un monde qui serait hélas envahi par l'hyper-transparence. Alors c'est peut-être un peu notre monde, mais est-ce que quand vous avez écrit, vous avez rêvé justement à un monde meilleur, Lilia? Alors forcément, je pense que quand on écrit, on rêve à Oui. un monde meilleur. Mais j'avais surtout envie, comme souvent quand on écrit, d'aller au fond de certaines angoisses que j'avais. Oui. Effectivement, la perte de la vie privée, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Et effectivement, dans Panorama, j'ai imaginé une société où les maisons en pierre sont remplacées par des murs de verre. Et donc, on peut voir à chaque instant ce qui se passe chez nos voisins. Oui. Alors ça, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar, on peut Et donc, dire. c'est une sorte de cauchemar, mais Oui. qui me semblait pas très éloigné du monde réel. Et c'est vrai qu'en l'écrivant, quelque part, il y a une fonction un peu cathartique aussi Bien sûr. de l'écriture à ce moment-là. Et qui d'ailleurs fait partie de ce rêve et de cette aspiration à autre chose. Alors, on va essayer donc de balayer un peu, d'essayer d'engager des conversations très diverses avec nos invités. On les remercie vraiment d'être avec nous. Alors peut-être Gérard Beckerman, un mot. D'abord, on était très heureux d'entendre votre violoniste virtuose que vous avez primé. Je rappelle que vous êtes à la fois donc à la tête de l'affaire, c'est-à-dire l'association française pour l'épargne et la retraite, et puis vous êtes vous-même un pianiste convaincu et président de cette fondation. Est-ce que ça veut dire que dans vos domaines financiers, entre guillemets, on ne rêve pas assez et qu'il faut aller vers ce domaine-là de la culture pour s'élever? Le risque, mais peut-être qu'on rêve quand même dans sa profession. Non, le risque est le suivant. Dans le monde de l'entreprise, on a plutôt tendance à ne pas assez rêver. Et je dirais tant mieux parce que nous sommes responsables. Oui. C'est comme si je disais, moi aussi j'aurais aimé passer une soirée avec Claire, j'aurais aimé jouer de la guitare. Passe une matinée. Et la musique. Mal. Oui, mais c'est le matin, c'est pas la même ambiance. Oui, mais enfin c'est stimulant intellectuellement. Excusez-moi. J'aurais aimé jouer de la musique comme Thomas, j'aurais aimé être un créateur comme mon voisin, Jacques, et puis j'aurais aimé être un brillant chef d'entreprise, etc. Le rêve, c'est néanmoins, et je parle sous l'autorité de Pascal, qui est dans un marbre de Carrare, et on va lui demander d'ouvrir les lèvres, parce qu'il faut être intelligent, érudit, instruit. Qui mieux que Pascal remplissait cette trilogie? Et Pascal a beaucoup disserté sur le rêve et les réalités, et il prend la métaphore d'un pauvre artisan qui la donc nuit, un artisan et pas un artiste, mais déjà peut-être un artiste au fond. Il est un artiste par sa puissance de rêver. Et cet artisan, il rêve quoi? Parce que Pascal était plutôt pour la transitivité du verbe rêver. Il rêvait être le roi. Et le matin, le roi dans sa discipline, peut-être alors. Le roi, on est vers 1640, 1650. Et Pascal de nous dire, voyez cet artisan qui rêve être le roi. Et après 12 heures de rêve, il constate qu'il ne l'est pas, mais il a été heureux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le rêve, c'est qu'il donne de nous une autre nature de ce que nous sommes. Le rêve nous projette dans l'espérance, dans quelque chose d'irréalisable. Et malheureusement, quand on se réveille le matin, le rêve, c'est un dialogue avec mon intimité. Alors peut-être qu'il va se transformer dans la journée, dans votre journée. Mais il ne sera jamais roi. Et donc le rêve est souvent une source de déception quand on prend connaissance. C'est comme Descartes, 20 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, Descartes a fait des rêves.
Le premier, c'était un cauchemar. Le deuxième, c'était une hallucination. Alors, on va essayer peut-être de prolonger la conversation sur surtout, est-ce que rêver va nous permettre, et peut-être quand même dans votre journée, de créer quelque chose ou d'arriver vers quelque chose qui sorte de l'objet trivial de la vie quotidienne. Alors, je vais me tourner vers notre peintre chinois. D'ailleurs, d'abord, dites-nous si vous êtes franco-chinois, cher Jiang Hongchen. Vous vivez à Paris et vous avez fait vos études à la fois à Pékin et à Paris, c'est ça? Oui. Et vous êtes ici, donc vous travaillez, enfin en tout cas vous peignez ça fait ici. 37 ans, je vis en France. Voilà. Merci d'ailleurs bien sûr de parler français d'abord magnifiquement. Alors je précise que j'ai précisé que vous faisiez aussi de très nombreux livres pour la jeunesse. Est-ce que, cher Jiang Hongchen, quand vous créez, est-ce que, parce que c'est ça au fond notre question, hein, comment se passe cet acte de création pour tous nos intervenants? C'est ça à quoi il faut réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose, une aspiration à autre chose, ou parfois c'est simplement, j'allais dire, un geste, quelque chose de trivial, un coup de pinceau, un objet qui vous inspire? Comment ça se passe? Alors, donc là, on parle de la création. J'ai toujours dit, je ne sais pas, mais je ne crée pas. Ah oui. Pour moi, ce n'est pas la création. Je crois que tout est déjà là. Ce n'est pas moi qui crée. Je ne peux rien créer. C'est votre main, quand même. Oui, c'est parce que on est là. Je suis un héritier de tous nos ancêtres qui m'avaient renseigné, mes professeurs, des peintres, des magnifiques peintres. Et moi, je suis rien. Je suis juste un petit peintre qui essayait de comprendre quelque chose et arrivait éventuellement d'interpréter quelque chose. Je suis un interprète. Donc, c'est-à-dire, j'ai essayé, peut-être je ne comprendrai jamais. Donc, c'est de le faire. C'est juste de le faire. Parce qu'avec mes mains, ma tête et mon corps. Voilà. C'est une forme de méditation, c'est un chemin personnel. Donc, vous parlez de gestes. Et c'est un chemin personnel d'arriver à juste d'y être. C'est ça que je vois des choses. Donc, c'est toujours difficile à parler de la création. Je comprends. Voilà, parce que la création, c'est énorme. Donc, ça nous dépasse peut-être. Je crois que ça rejoint beaucoup la réflexion que toi tu as, Thomas, quand tu composes, quand tu joues, bien sûr. Je disais que tu es un grand guitariste, mais que tu as le sentiment que d'autres te dépassent parfois quand tu essayes de créer, que d'autres artistes t'ont précédé, mais te dépassent peut-être. Comment on parlait de Pascal et tout ça, moi je ne suis pas hyper cultivé, mais ça m'a fait penser à il y a un truc que je connais vaguement, peut-être je peux me gourer, mais c'est le mythe de la caverne. C'est pas un peu ça, c'est plutôt que vous disiez, monsieur, ça me faisait penser à ça, que comme quoi tout existe déjà, qu'on est des pauvres dans l'ombre comme ça, et qu'il y a des très belles choses qui existent déjà, qui sont là. Alors, écoute, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Mais est-ce que tu rêves, quand tu essaies, tu te mets à ta guitare ou avec tes partitions où tu chantes, est-ce que tu rêves de t'approcher de ces artistes, ou est-ce que... Oui, moi, ce que je disais, on jouait sur les mots, c'est créer, rêver, oui. Ça me faisait penser à récré, évidemment, parce que quand on est dans la récré, on crée en rêvant, parce qu'on crée des groupes de copains, on dit tiens, on va jouer à ça, on invente des jeux, on se marre, et puis on rêve. Donc la récré, c'est quand même pas mal pour créer, quoi. Mais moi, oui, dans tout ça, quand j'ai réfléchi à ça 2 secondes, moi, ça m'a fait penser à la création divine, en fait. C'est ça qui me fascine peut-être le plus. Évidemment, j'adore les arts humains, mais j'ai adoré aussi dans mes études voir un petit peu ce qui se passait dans le corps humain pendant des microsecondes, ce qui se passe dans le cosmos au niveau des galaxies et des systèmes solaires, et tout ça, c'est encore plus... C'est une création aussi qui là, nous fait rêver, et c'est un espèce de rêve. Et la vie dans laquelle on est, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Là, c'est le grand mystère. Donc, je fais un petit peu la séparation entre la création divine, comme ça, la nature, et les créations humaines qui, parfois, pour moi, de temps en temps, pour moi, dans la musique, Bach, Django Reinhardt ou Chopin ou d'autres, peuvent rejoindre un petit peu quelque chose de complètement transcendant. Voilà.
Alors justement, à ce moment-là, ça nous emmène vers toi, Jean-Charles, parce que je le disais, non pas que ton travail est toujours tourné autour de la religion, pas du tout, mais quand même, tu t'en es approché, parce que tu as fait souvent d'ailleurs des vêtements pour des personnalités religieuses. Et là, tu vas t'attaquer, j'allais dire, à cette inauguration de Notre-Dame. Et on sait, Jean-Charles, que quand tu as commencé, au fond, tu étais parti d'un objet qui était un manteau, qui était le manteau de toi, petit pensionnaire, dans ta région natale, et que cet objet simple, quotidien, t'a poussé à créer. Je reviens aux rêves qui sont évoqués, pardonnez-moi ma parole. Elle est un petit peu enrouée. Je reviens aux rêves. Pour moi, le rêve, ça a toujours été un rendez-vous avec l'invisible. Donc, dans ces premières années de pension que tu évoques, c'était aussi une terre de création, forcément, puisque je n'avais rien vu à 6 ans, de 6 ans à 17 ans, je n'avais rien vu. Donc, le rêve, c'était un outil d'invention. Et c'est resté encore aujourd'hui un briefing avec l'inspiration, un rendez-vous avec l'inspiration. Et j'ai découvert une chose, c'est que je peux programmer mes rêves. Lorsque je m'endors, à force d'être un rêveur professionnel, puisqu'on me disait toujours que j'étais dans les nuages au quotidien, le soir, je pense très fort à quelque chose, et bien souvent me vient une idée. Donc le rêve est un complice. Et c'est vrai que ce travail sur la spiritualité que j'ai fait, je l'ai fait dans un premier temps comme un petit garçon soumis en pension. Et j'avais rendez-vous pas avec un ours en peluche, mais j'avais rendez-vous avec les vitraux. Et donc j'ai fait de mon objet, de la couleur, mon objet transitionnel. Et cette couleur, ces 4 couleurs primaires, on retrouve dans tous tes dessins, dans tout mon travail. Travail. C'est ce que je viens d'utiliser aussi pour Notre-Dame. Ah oui. De nouveau. Dis-nous quelque chose quand même, parce que ça nous met un peu l'eau à la bouche. C'est ce que tu vas faire. Le 7 décembre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Le mot d'ordre de Monseigneur Ribado-Dumas et de Monseigneur Ulrich, et c'est un beau motto, c'est noble simplicité. Ah oui. Donc, les couleurs primaires. Voilà, non, mais surtout faire exploser le trait. Et donc, j'ai utilisé une main que je n'utilise pas depuis 74 ans pour faire des collages et découper comme Matisse des choses qui sont très libres. Et qui seront exposées, qui seront sur les... Non, qui seront sur les vêtements. Sur les vêtements liturgiques. De tous sur les 2000 vêtements. 2000 vêtements des officiants. Mais on sort du sujet là. Oui, oui, mais enfin, ça nous intéresse quand même. On est très curieux de savoir tout ça. Mais là encore, quand je suis sorti de pension, j'aimais toutes les choses rudes, humbles, comme tu l'évoques, les matières les plus pauvres. Et dans ce travail de liturgie, on a fait se rencontrer le savoir-faire des ateliers du 19e avec des techniques très pauvres du streetwear. Et c'est là où ce projet de Notre-Dame est très beau, parce que c'est des vêtements chevaleresques avec des applications de flocage de sweatshirt. Voilà, un rêve aussi réalisé. Merci de nous dévoiler un petit peu de ce projet, cher Jean-Charles. Alors, justement, puisqu'on parle au fond de cet artisanat aussi, Christian Courtin, vous êtes notre invité aussi, et vous aussi, vous représentez, comme Gérard, le monde de l'entreprise, ou en tout cas, mais aussi le monde de la création. Je précise, vous avez repris cette maison familiale, qui est une grande maison de produits de beauté, de parfums, et qui sont évidemment, qui font partie à la fois de notre quotidien, mais qui ont quelque chose qui a à voir avec la création. Comment vous envisagez votre travail? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu une part de rêve dans ce que vous essayez de promouvoir, de proposer dans vos entreprises et à vos clients? Oui, alors la question au départ est rêver pour créer ou créer pour rêver. Moi, comme vous le dites, je suis dans le monde, dans l'entreprise, donc un petit peu éloigné de mes partenaires de la journée. Il y a une passion pour la littérature que je trouve assez extraordinaire.
Et comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu le temps d'énormément lire. Mais si vous voulez, dès ma jeunesse, j'ai rêvé d'internationaliser Clarens. Je ne suis pas exactement une deuxième génération puisque je suis rentré très tôt dans la société, en 1974. Elle était toute petite, il y avait très peu de gens. Et mon rêve, c'était donc d'internationaliser Clarens. J'ai réussi une grosse partie de ce rêve et c'est ce qui m'a permis de réaliser mon deuxième rêve, c'est-à-dire que je suis devenu un créateur d'emplois. Car il ne faut pas se tromper, dans notre univers, créer des emplois, c'est un grand plaisir. C'est établir une relation de confiance avec des collaborateurs avec lesquels on partage une aventure. Donc j'ai pu créer pas mal d'emplois et partager les fruits, si vous voulez, de cette réussite de Clarens avec eux. À titre d'exemple, en 1984, nous sommes rentrés en bourse et nous avons donné des actions, ce qu'ils appelaient à l'époque des stock options, à tous nos employés. C'est-à-dire que nous étions rentrés en bourse pour des raisons d'indépendance. Pour rester indépendant, il nous fallait de l'argent. Et le meilleur argent, sans trop être lié à des banquiers, excusez-moi, c'était d'avoir accès au public qui voulait investir dans des produits qu'il connaissait. Donc, on a réussi à donner des stock options. Les stock options, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ensemble du personnel Clarens était partenaire. Et je trouve que c'est un capitalisme exceptionnel et auquel on devrait recommencer. Ça a été éliminé pour des raisons fiscales, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, j'en ai ma petite idée, on a tout fait pour tuer les stock options, ça a disparu, c'est dommage, et j'espère qu'un jour ça pourra revenir. Donc j'ai fait déjà une grosse partie de mes rêves. Après, pour ce qui est de l'art, je rêve, c'est-à-dire que moi je suis sensible à la littérature, je suis sensible aussi aux chansons, il y a des chanteurs engagés, des Léo Ferré, des Jean Ferrat, des Jacques Brel que j'aimais beaucoup. Il y a aussi de la peinture. J'avais été étonné, j'ai aimé un peintre quand j'ai ouvert la Russie. C'était, comment il s'appelait, Laurent Léger, non. Fernand Léger. Fernand Léger, merci. Fernand Léger qui a dessiné l'homme, l'ouvrier, dans sa force et dans son désir de réussir cette utopie qu'est le communisme. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Donc, si vous voulez, à tous les arts, à chaque fois que là au milieu, je rêverais de savoir chanter, moi aussi. Oui, Ne me demandez pas, ce serait une catastrophe. Je rêverais de jouer un instrument de musique aussi, mais donc ça reste des rêves et tout ça. Et en tout cas, ma vision, c'est toujours, et je suis accompagné par ça, par mes équipes, c'est toujours d'aller au bout de mes rêves. Voilà. Merci. Effectivement, on peut y aller en étant un entrepreneur qui crée des emplois et je crois que personne ne peut le démentir. Ça fait aussi partie d'un acte de création dans nos sociétés. Alors, peut-être interrogeons-nous aussi assez rapidement maintenant pour prolonger, enfin chacun peut prendre la parole évidemment comme il le souhaite pour réagir à ce qui a déjà été dit par les uns et les autres. Mais est-ce que l'on peut considérer que, j'allais dire, l'acte de création, c'est-à-dire au fond le monde de la culture au sens large, enfin, on peut bien sûr l'étendre à la création d'une entreprise, pourquoi pas. Est-ce que ça peut contribuer à, j'allais dire, et est-ce que c'est nécessaire, et c'est bien ça la question, à faire rêver une société? Est-ce que cet aspect-là va collectivement, le développement de cette culture, et je dois dire que, évidemment, la France, avec l'exception qu'elle représente dans le monde, ce privilège que nous représentons, je crois, enfin, il me semble que nous possédons, est-ce que ce monde de la création, Lilia, peut-être tu peux répondre, est nécessaire pour faire rêver une société? Alors moi, je suis persuadée qu'il vaut mieux inventer, créer, plutôt que d'expliquer ou démontrer. Ah oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les discours politiques sont particulièrement inaudibles parce qu'effectivement, on croit plus ce qu'on entend. En revanche, le fait d'avoir des exemples dans la littérature, Oui. d'être imprégné ça par nous ces porte. sentiments, de comprendre que la nature humaine est complexe, ambivalente, ambiguë,
Ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on lit, quand on voit un tableau. Et la culture a cette fonction-là pour moi, qui est une fonction, j'ai pas peur de le dire, qui est une fonction aussi politique. Oui. Parce que effectivement, moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il faut être féministe. Si j'ai lu La Princesse de Clèves, si j'ai lu Marguerite Duras, Françoise Sagan, en fait, je sais ce que valent les femmes et ce qu'elles peuvent faire. Et pour moi, c'est plus parlant, c'est plus fort que des grands discours et des il faut et des on doit. C'est vrai que s'il y a quelque chose de particulier dans la culture, c'est que justement, il n'y a pas d'injonction, on fait absolument ce qu'on veut. On ressent du coup. Oui, c'est ça. On ressent, on comprend. Moi, j'adore quand j'écris me mettre à la place d'un personnage avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, ce qui est un exercice qu'on fait plus du tout en société, parce que évidemment, on est tous un peu dans nos castes, dans nos clans. Et ça, c'est vrai que de se dire, bon, bah voilà, quelle est la motivation de ce personnage, pourquoi je le déteste, mais pourquoi il fait ça? Ben, en fait, c'est très opérant aussi dans la vie quotidienne. Donc pour moi, oui, la culture a un rôle fondamental et c'est pour ça aussi qu'à l'école, c'est absolument essentiel de recevoir des écrivains, de continuer à promouvoir la musique, la lecture, tous les arts. Ça va nous, en tout cas, faire un lien dans notre société. Je pense l'élever et sans doute lui amener, maintenir, j'allais dire, les valeurs démocratiques auxquelles nous croyons, et c'est fondamental. Alors justement, j'aimerais bien vous entendre, cher Jiang Gongchen. Vous nous avez déjà expliqué que, au fond, vous n'étiez peut-être pas un créateur, mais un simple artisan, ou en tout cas, voilà, que vous essayez de dessiner ou de peindre modestement. Vous qui venez d'un pays où, bien sûr, les artistes, certes, sont importants, mais ils n'ont pas forcément toujours la liberté de s'exprimer. Est-ce que vous pensez que, comme le disait Lilia, la culture, les créateurs portent une société, sont essentiels pour faire rêver une société, pour qu'elle s'élève, pour qu'elle aille vers des aspirations meilleures? Est-ce que vous voyez le rôle de créateur essentiel de ce point de vue-là? Mais bien sûr, bien sûr. Oh là là, ça, on peut parler de 3 jours. Allez-y. Personnellement, de ma part, et quand je travaille, ce n'est pas le but de changer la société. La nature humaine, voilà, ça c'est un grand débat. Mais en même temps, je crois, pour quelqu'un qui a pratiqué un métier d'art, parce qu'on a vu un appel. Oui. Un appel dans l'enfance, un appel dans... Monsieur Dutronc, il a parlé de cette force divine, et on ne sait pas pourquoi. Et en tout cas, ça, c'était mon cas. Mais c'est un peu prétentieux de ma part, peut-être. Hein, mais je ne sais pas pourquoi. Je dois faire ça, parce que là, c'est-à-dire, quand on a reçu cet appel, on peut l'appeler le don, peut-être, parce que je t'ai toujours dit aux élèves, aux jeunes, je dis, bon, je suis né avec ça. Je suis né avec la peinture. Je sais faire. Mais c'était dans la famille ou c'était... Pas du tout. Pas du tout. C'était en vous. Je ne suis pas venu d'une famille artistique. Et donc, quand on a vu cet appel, il nous a donné aussi la force. Et de travailler, bien sûr. Hein. Et après, au-delà, ça dit, on nous oblige de devenir le verso de la beauté, de travailler pour ça. Et c'est la beauté qui va nous émouvoir en tant qu'humains, la musique, la peinture, la poésie, la littérature, le vêtement aussi, bien sûr, et toutes ces choses beaux et belles qui nous fait vivre. Mais collectivement, vous diriez... Collectivement, bien sûr. Pour faire parce qu'en même temps, rien n'est politique, mais en même temps, tout est politique. C'est ça que je voulais dire. Et en même temps, c'est juste quelque chose, encore une fois, de personnel, une démarche personnelle, et puis aussi et collectif, bien sûr, parce que tout à l'heure, je parlais avec monsieur Gérard je ne suis pas un artiste, mais je dis non, mais tout le monde est artiste. Et ce n'est pas parce qu'on pratique un métier d'art qu'on est artiste, non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, parce que c'est vraiment parmi vous, tout le monde ici, vous êtes aussi un artiste. Enfin, on peut admirer et... Non, mais dans comment dire, dans l'abstraction, dans les idées, parce que de bien vivre de sa vie, d'écrire une belle
d'œuvre de Ah oui. sa vie. Tout le monde était là. Moi, Ça, c'est très intéressant. Chef d'entreprise, c'est aussi un artiste. Il sait prendre le risque, il sait inventer des choses, il prend des décisions décisives. Et ça, on demande beaucoup ça. Aussi un Un acte de peintre, un création. musicien, un chanteur. Et ça, mais voilà, tout le monde, on a cette force-là. Et après, soit on est ignoré, soit on rentre dans la vie quotidienne, on oublie, on sait. Alors, c'est très modeste, mais je crois que Thomas... Non, je voulais dire deux choses, ça me faisait penser à ça. Je voulais raconter une anecdote que j'ai vécue la semaine dernière, parce que j'ai été à Rome, j'ai eu cette chance de passer un week-end là-bas, et ça m'a émerveillé, j'étais déjà allé, et j'ai vu la Pietà de Michel-Ange, que j'avais jamais vue, c'est donc une sculpture. C'est la première fois de ma vie que j'ai été ému par une sculpture. Voilà, on m'en avait parlé, je n'ai pas du tout imaginé ça, je suis arrivé de loin, j'ai vu cette petite sculpture qui a traversé les siècles, et ça m'a mis les larmes aux yeux. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est encore mon idée de peut-être que tout le monde est artiste, mais il y a certains, grâce à tous les autres aussi qui sont là, qui font socle. S'il n'y avait pas plein de gens qui étaient moins bons, il n'y aurait pas eu un génie comme ça qui serait sorti. En tout cas, on touche d'un seul coup le sublime, et là, ça devient le rêve. C'est-à-dire que c'était très réel, et en même temps, c'était irréel, puisqu'on était là, cette création sublime émeut des millions de personnes, et c'est assez fabuleux. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre, d'un seul coup, vous touche au-delà de tout, alors que des sculptures, il y en a plein, donc voilà, il y a des explications. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est, je ne connais pas votre travail, et du coup, c'était entre la tradition, parce que il y a certaines formes de peinture qui demandent un apprentissage traditionnel, donc je ne sais pas si vous faites... comme chez nous en Occident, où chaque mec d'un seul coup devient un génie en partant à zéro presque, enfin, vous voyez ou de repartir. Les deux démarches sont hyper nobles et fantastiques. Oui, il y a eu déjà 2 écoles, les Beaux-Arts à Pékin et les Beaux-Arts à Paris. Ça, c'est encore 3 jours de départ, mais non, parce que là... Fermez les portes. Oui, non, c'est du travail. Voilà. Il n'y a rien que du travail, parce que là, il y a le travail comme c'est à la main, avec la tête et avec le corps. Mais ça, c'est un apprentissage de toute une vie. Parce que là, il faut... si on regarde la peinture chinoise traditionnelle, et ça part de la calligraphie. Et ça, c'est un travail. Dans la peinture chinoise, on dit peindre avec la main levée, que ça veut dire. Voilà. Parce que ça, pour arriver là, c'est des années de pratique. Mais même chose pour la guitare, même chose pour la musique, même chose pour le violoniste. Voilà, hier j'ai écouté Andreas Schiffer qui joue le piano, et puis je le regardais, je dis c'est un sacrifice d'une vie entière. Bien sûr. Et puis on ne peut pas arriver comme ça, de dire je suis un génie, je suis un artiste, aujourd'hui tout est possible. C'est ça le problème. Mais je critique personne. Mais on admire certains peut-être plus que d'autres. Alors peut-être Gérard Beckerman, qu'est-ce que ça vous inspire là, les réflexions qui ont Beaucoup été... de choses. Oui, alors... Beaucoup de choses. Demain, je dirais au ministre des Finances qu'il a raté son dimanche matin, qu'il aurait dû être parmi nous pour écouter ce qu'a dit Jean-Charles. Mais c'est quand même... Ou Thomas Dutronc, quand il parlait du corps et du mystère, je suis sûr que Thomas, vous n'avez rien préparé et c'est venu comme ça de vous, la spontanéité, et c'est extraordinaire. C'est un travailleur, Thomas Dutronc aussi. Non, je ne sais pas. Moi, j'avais préparé un papier d'1 heure, et donc je vais improviser aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Les mots que vous avez utilisés, cher Jean-Charles, sont mystiques, évocateurs, humbles. C'est extraordinaire d'avoir cette source de création pour habiller. C'est bien la première fois qu'on verra un défilé de mode pour des ecclésiastiques. Non, oui. Et puis ça ne sera pas la première fois que Jean-Charles habillera des hommes de... C'est pas un défilé de mode, c'est très important ça. C'est la paramantique, donc c'est tout ce qui participe au... Mais c'est le produit de votre imagination, de votre rêve. Et quand Thomas parlait tout à l'heure du corps, les seuls qui aient résolu l'équation entre la création et le rêve, ce sont les artistes. Bachelard disait que dans le rêve, il faut tenir compte de l'eau, de la terre. On a beaucoup de citations, on a Pascal, Bachelard, là on est... Oui, mais regardez les artistes. Vous avez travaillé. Non, je vais être beaucoup plus simple. Regardez les créations musicales des artistes. L'oiseau de feu, Stravinsky, La mer de Debussy,
Le rêve d'amour de Franz Liszt. Rêverie de Debussy aussi. Rêverie de Debussy, bien sûr, très belle œuvre. Vous voulez la jouer tout à l'heure à la guitare? On peut la transposer, vous savez. Et donc, je dis qu'il y a une immanence du rêve dans la décision. Et ma désolation, c'est que notre ministre du Budget, qui n'a qu'une vision comptable, c'est pour ça que la France croule sous les dettes. Là, c'était la minute politique. Comptable de ses prédécesseurs aussi. Ouais. Il faut dépasser la comptabilité de nos décisions, de nos actions, surtout quand on a la responsabilité d'un ministère comme Bercy. Finalement, il devrait prendre son petit déjeuner, et encore mieux ses dîners avec des gens comme vous, les vrais artistes. On va leur donner... Alors, Jean-Charles, on écoutait notre ami peintre aussi, et Thomas, qui disait, au fond, tout est politique. Est-ce que toi, tu ressens ça? Mais prends ton micro. Je pense que tout est effectivement politique, et que l'art doit être politique, en quelque sorte. Il doit être une sorte de prise de position. Je pense que... Mais quoi? Parce qu'on s'oppose à des courants, on essaye d'être iconoclaste, pour la bonne raison, par exemple, dans notre monde aujourd'hui, où les phares spirituels s'écroulent un à un, où les repères de la jeunesse sont en pleine déliquescence, je parle de repères spirituels, c'est-à-dire d'un regard vers l'intérieur, pas d'un regard vers une structure digitale de la société du spectacle, mais des regards vers l'intérieur. Je pense que l'art a un rôle de ciment social. L'art, quelles que soient les disciplines, moi j'ai pratiqué très longtemps la mode parce que c'est un médium extraordinaire qui touche tous. D'ailleurs, on le voit dans la liturgie. Par exemple, les reliques, c'est des reliques de deuxième catégorie. On touche à l'intime, on touche à quelque chose de sacré pratiquement au travers du vêtement. Mais ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est qu'au travers d'un concert de Thomas, ou moi d'une performance, parce que Notre-Dame, ça va être une forme de performance, et comment peut-on parler avec le visible de l'invisible? Comment l'artiste peut-il devenir un lien entre ce visible et cet invisible? Or, dans ma vie de designer, j'ai répondu à des questions. Comment était profonde la poche? Si le manteau fermait bien? Si la veste de ski n'allait pas prendre la neige? En tant qu'artiste, qui est l'autre côté de mon cerveau, je suis là pour poser des questions et pour semer le trouble. Parce qu'en fait, l'artiste, c'est ça. C'est un semeur de troubles. Il montre des images auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Et puis, il a un autre rôle, c'est d'électriser l'histoire. C'est-à-dire que toute œuvre d'art part d'une œuvre d'art ou d'un mythe comme la caverne qu'évoquait Thomas. Et là, l'artiste doit électriser l'histoire, parce que sinon l'histoire disparaît. Sinon l'histoire meurt. Et donc, l'exemple meurt. Non, je voulais juste réagir par rapport au l'art et la politique, l'art et politique et tout ça. Moi, c'est vrai que j'adore toutes les formes d'art qui, justement, me dépassent le champ humain des problèmes et tout ça. Alors, évidemment, quand il y a des vrais problèmes dans la société, c'est tout à fait naturel que les artistes s'en mêlent, mais je trouve que, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça. Monsieur parlait de Brel, Ferrat et Ferré. Brel, j'adore, évidemment, mais moi, mon maître, c'est Georges Brassens, qui, lui, était plutôt anarchiste à dimension humaine, sans prendre de parti, en disant ça me regarde pas. Finalement, il faisait des jolies mélodies qui restent dans la tête. Ça, déjà, c'est politique. Alors, voilà, oui, de ne pas faire de la politique, c'est de la politique si on veut, mais pour vous raconter ma vie brièvement, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait 2 ans à Paris 1. C'était art plastique, option cinéma, à Saint-Charles. Et je pensais que j'allais apprendre des choses, travailler. J'ai rencontré plein de copains, c'était sympa. Il y avait quelques profs bons, mais il y avait quand même plein de choses qui étaient beaucoup de verbiage. Il y avait notre prof principal, paix à son âme, s'appelait Michel Journiac. C'était un artiste contemporain qui faisait notamment du boudin avec son sang et qui s'habillait comme ses parents pour faire des photos, des machins. Et moi, je pensais qu'il fallait que j'apprenne à dessiner. Tout ça pendant 2 ans, j'ai rendu un rouleau. Cours de musique. Premier cours de musique, on nous fait écouter Silence de John Cage. Donc, c'est-à-dire un morceau silencieux pendant 3 minutes.
Donc c'était pour un peu nous casser nos codes de petits bourgeois, j'imagine. Mais si vous voulez, quand on voit tout ça, j'ai pas appris du montage, de l'éclairage, tout ça. Donc il y a vraiment cette histoire de technique. Et pour vous dire, l'art politique et tout ça, finalement, on prend Astérix, le Gaulois. C'est une merveille, c'est tellement drôle, ça fait du bien au cœur. Il y a de l'amour, il y a de l'humour. J'adore la musique swing pour ça, le jazz, les choses qui vous droguent finalement, qui vous font rêver, qui vous font partir, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous font oublier les petites peines du quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Bah, c'est déjà un beau programme. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Christian, vous voulez dire quelque chose Oui, là, je crois que tout a été dit sur l'art et très bien dit. Moi, je vous dis, j'ai énormément voyagé, donc j'avais le temps de me pencher sur la lecture. Et j'ai un auteur qui m'a totalement influencé, qui m'a guidé dans la direction de mon entreprise, qui m'a guidé dans mes relations humaines, qui m'a guidé dans ma famille. C'est Pirandello pour 2 pièces. Une que je cite tout le temps, c'est celle de « À chacun sa vérité » et 6 personnages en quête d'auteur. Nous avons des étudiants ici autour de la table. Je leur recommande fortement de lire ces livres, puisque à chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Et on l'entend partout, il n'y a pas de vérité, mais il faut quand même essayer de la chercher. Et c'est à chacun 6 personnages en quête d'auteur. C'est un livre où l'auteur se désengage, il s'en va. Donc les personnages, ils cherchent à être acteurs. Et c'est tout, et c'est là encore de nouveau la complexité des relations humaines que l'on peut avoir. Pour moi, c'est 2 livres qui sont fondamentaux dans ma culture. Je parle de ça parce que c'est ce que je connais le plus. Je ne veux pas briller là où je ne suis pas brillant, mais j'aime l'art, j'aime les chansons. En fait, je vais vous dire, j'aime tout. Je suis un épicurien. Ah, c'est bien. Et en tout cas, vous prenez la nuance et la complexité. Et je pense que c'est évidemment tout à fait salutaire, surtout dans un monde de raccourcis et parfois de jugements hâtifs. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel que je vais donner. Alors, est-ce que nos petits panélistes, enfin nos petits, ont des questions à ajouter peut-être à nos invités et qui répondra, voilà. Qui veut parler de la première? Oui, en effet, je veux bien. Merci beaucoup pour ces propos. Moi, je souhaiterais revenir à l'idée, au thème initial qui est la création, et notamment pour vous, Lilia Hassen, mais ça peut être déclinable pour vous, Monsieur Dutronc, Monsieur Castelbajac. Comment avez-vous ce processus créatif? Est-ce que finalement, c'est une idée qui pourrait apparaître à un rêve qui vous illumine un matin ou pendant la nuit, ou finalement, vous avez plutôt un travail, on pourrait dire, habituel, vous dites de 8h à 12h, je dois écrire 20 livres, je dois composer une chanson, je dois dessiner 3 manteaux. Comment vous avez cette idée créatrice finalement? Alors c'est intéressant parce que la création, elle vient jamais de là où on l'attend en fait. Mon premier roman, effectivement, c'est venu d'un rêve, mais vraiment au sens propre. C'est-à-dire vraiment un rêve, une sorte de mélange de plein de choses. Mais effectivement, je pense que j'avais déjà en tête d'écrire, que tout s'est sédimenté au bout d'un moment aussi dans ma tête, que quand on va dans une direction, qu'on ne trouve pas le chemin, parfois 2 ans plus tard, quelque chose nous y fait penser. Les choses ne viennent pas par hasard. Et il y a une phrase de Duras que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de cette recherche, et qui disait « Écrire, c'est chercher ce qu'on écrirait si on écrivait ». Et en fait, effectivement, moi j'ai l'impression de ne pas savoir pourquoi. Mais que de livre en livre, je trouve des réponses. C'est-à-dire que par exemple, mes 3 premiers romans, je les ai écrits à chaque fois en me disant « Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est formidable, j'ai beaucoup d'imagination, et voilà. » Et en fait, je me rends compte que finalement, j'ai quand même des obsessions. J'ai quasiment toujours des personnages en miroir. J'ai quand même une idée de l'utopie. Mon premier roman se passait sur une île, qui est un espace utopique par définition, puisqu'on est un peu coupé du monde sur une île. Mon deuxième roman, c'était les cités HLM dans les années 60 aux années 90. Les cités HLM, au début, c'était une utopie qui a dégénéré. Et mon troisième roman, Panorama, c'est une société de la transparence, qui est donc une société sans violence, une société sécuritaire. Et en fait, je m'en suis rendu compte au bout du troisième roman qu'il y avait un fil, mais que je n'avais absolument pas vu, je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est ce qui est merveilleux dans la création. Et après, sur la matérialité de la création, moi, j'écris quand j'en ai envie, parce que justement, je veux pas que ce soit un travail. C'est un travail. Il faut, voilà, après on se corrige, on relit, etc. Mais je veux pas que ce soit un travail au sens où je me sens obligée. Personne ne nous attend quand on écrit. Il y a beaucoup de livres qui sortent. La seule raison pour laquelle on écrit, et la seule raison qui fait qu'on va au bout d'un manuscrit, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment, mais c'est un peu comme ce que vous disiez. En fait, on ne sait pas, mais on ne peut pas faire autrement. Et moi, je sais que je suis obsédée par l'idée d'écrire à certains moments, et à d'autres moments, je n'écris plus du tout.
Et c'est pas grave. J'ai un voyage en Chine. Comment s'appelle votre dernier roman? Ça m'intéresse. Panorama. Très bien. Voilà. Ça ira très bien pour une lecture en Chine. Thomas, comment toi tu prends ta guitare pour... C'est un petit peu pareil, il faut que ça devienne un petit peu indispensable. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Alors c'est vrai qu'il faut aussi savoir mettre en scène un petit peu ce moment où on va pouvoir essayer de dire quelque chose sur sa guitare ou avec son stylo. Moi, j'ai du succès depuis une quinzaine d'années. Avant, j'avais le temps de travailler ma guitare, je faisais pas de chansons d'ailleurs avant, mais depuis 15 ans, j'ai eu du succès comme ça et c'est difficile pour moi je marque pas dans mon emploi du temps, tiens, je vais faire des chansons là. Alors ça m'arrive de prévoir des périodes, mais c'est ça le plus dur, on passe son temps finalement à faire plein de trucs comme ce matin, c'est vachement bien. Mais là, on ne compose pas. Mais voilà, si tu veux. Est-ce que tu écris d'abord pour pouvoir composer, faire vraiment sa musique, ces choses personnelles, on les met pas au planning. Et c'est ça la difficulté qu'on a, c'est tout bête, hein, parce que par moment on dit alors là pendant un mois je garde ce mois-là puis je fais que ça, mais en fait ça vient pas à ce moment-là. Voilà, il faut que ce soit plus permanent et j'apprends au bout de 15 ans, voilà, j'essaye d'apprendre. Là par exemple j'ai décidé que l'année prochaine je disais non à tout, alors je vais peut-être me faire chier, mais pour pouvoir justement voilà, être à la campagne ou ailleurs que Paris, inviter des amis. J'adore travailler à plusieurs maintenant parce que dans la musique on peut faire ça. Tu parles de paroles pour faire la musique ou tu... Mon dernier album, j'ai énormément collaboré avec un ami. J'aime bien les échanges humains, ça me motive assez. J'ai fait mon premier disque un peu tout seul et les autres, de plus en plus, j'aime travailler avec les autres. Mais le texte appelle la musique ou c'est l'inverse? Ça dépend. Là, il y a tous les cas sont possibles. Ouais, pas de règle. Jean-Charles, est-ce que toi tu peux nous expliquer? Alors on a compris que le tout début c'était effectivement cet arte povera, ces matériaux. Oui, l'arte povera. En fait, je pense que dans mon processus de création, il y a eu un temps assez long de construction de mon style, et je pense que c'est ce qui nous différencie tous, c'est notre style. Donc moi j'ai aimé les matières, ce que j'appelais les matières rejetées, contraires. Donc j'aimais les matières que les gens n'aimaient pas, j'aimais les serpillères, j'aimais les couvertures, j'aimais la musique que d'autres n'aimaient pas dans les années 70, qui était l'électro, des bidouillages un peu compliqués. J'aimais les époques que les gens n'aimaient plus, comme le Moyen-Âge, vous voyez. Donc j'aimais les couleurs que les gens trouvaient criardes, et c'était les couleurs primaires. Et j'ai dit, venez à moi. Et je les ai protégées, et j'en ai fait mon style. Donc il y a cette structure-là, déjà de base, et puis ensuite, je ne suis heureux que lorsque je me mets en danger, en fait. Ça convenait à ma vie de motard, parce que j'ai pas le permis de conduire, j'ai que le permis de moto. Quand je me prenais pour un jeune héros à 18 ans, à 180, mais ça convient à ma vie de créateur. En fait, le dernier exemple, c'est le travail liturgique que j'ai fait, où je trouvais que je dessinais trop bien. C'était trop joli. Quand j'ai commencé à entendre dire « Ah, tes anges, ils sont tellement mignons, ils sont tellement jolis », ça a commencé à m'inquiéter. Et parce que je ne veux pas être joli, je ne veux pas être mignon, je veux interpeller, je veux que ça soit un manifeste, mon travail. Donc j'ai commencé à prendre ma vieille main droite à qui je reprochais d'être lente, d'être indolente, que j'avais jamais utilisée, et j'ai découpé des morceaux comme ma fille Eugénie de 4 ans, et on a commencé à constituer des éclats de couleurs. Donc c'est le danger. Comme le dit Thomas, j'ai adoré toute ma vie aller chercher des gens qui étaient à l'opposé de mon style, comme Robert Mapplethorpe qui faisait les photos les plus sombres, les plus noires, et moi j'étais dans les couleurs primaires, presque dans l'allégorie des Legos, et soudain son travail me mettait en questionnement. Donc il y a cette dimension de l'eau. Et puis enfin, quand je crée, je suis toujours un fan. Je suis un perpétuel fan du travail des autres, du génie des autres, de la beauté qui n'est pas la beauté, parce que j'aime pas trop la beauté, j'aime quand elle est un peu bizarre, voilà. Voilà, mais c'est ce que peut dire Thomas aussi. Alors Monsieur Chen, alors comment vous puisque là, bon, ce sont les créateurs qui doivent répondre à cette question qui est fondamentale et très simple au fond. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez le matin devant une toile, vous commencez un trait, vous avez un modèle, vous avez la nature, comment, comment tout ça surgit? Oh là là, rien de tout ça en fait.
Rien de tout ça. Mais là, avec l'âge avancé, je me sens de plus en plus, ce n'est plus moi. Je ne peux rien décider. Bon, j'ai mes volontés, bien sûr. Je décide de me lever. Et tout d'abord, mais je ne rêve pas. Parce que le sujet, quand j'ai vu le sujet, je dis rêver pour créer. Oh là là, donc je ne rêve pas, je ne crée pas. Bon, voilà, donc c'est un peu compliqué. Parce que moi, je rêve beaucoup quand je dors. Je dors dès que le donc vous rêvez quand même. Je rêvais physiquement, hein, mais je rêve, quand je dis je rêve pas, parce que je n'ai jamais rêvé de devenir un peintre. Je rêve de ça. Oh, je rêve avoir une maison. Oh, je rêve faire un tour du monde. Oh, quoi. Non, je n'ai jamais rêvé. C'est peut-être lié à mon enfance, d'ailleurs. Oui. Parce que... Elle était heureuse, cette enfance? Heureuse, parce que c'est des années 60, oui. 70, la vie culturelle. Et la vie matérielle, c'était très, très limité. Bien donc sûr. on n'a pas... bon, voilà, donc j'ai commencé à manger mon premier morceau de chocolat, c'est à l'âge de 24 ans. Imaginez-vous. Elle était bonne. Donc, voilà. Et le rêve, moi, je le fais. Et je ne rêvais pas. Donc, première crème hydratante Clarins, à quel âge? Non, pour savoir, première crème hydratante Clarins, quel âge? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, très bien, les merci. crèmes, c'était Clarins, d'ailleurs. Mais parmi vous, tout le monde m'a apporté quelque chose. C'est vrai. Indirectement. Voilà. Donc, il y a plein d'anecdotes que je vais vous raconter. Voilà, donc, c'est de le faire. Et ce n'est pas une nécessité. Et ni, il y a des artistes qui disent, oh bon, voilà, c'est ma vie, c'est comme manger, dormir. Pour moi, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Et c'est tout, je sais pas, c'est tout naturel. Et c'est comme ça. Mais vous êtes dans votre atelier toute la journée? Je vais dans mon atelier tous les jours. D'accord. Même je fais rien, il faut que je vois mon atelier, il faut que je regarde, tout va bien. Et je me rassure. Donc sinon, donc je suis perdu. Et voilà, donc il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et je ne lutte pas. Et voilà. Je ne suis pas croyant, hein, mais je prie, quoi. Je fais la prière. Voilà, quelque part. En Chine, on dit le ciel, on ne dit pas le Dieu. On dit le ciel. Oui. Le ciel. On lève les yeux, on regarde le ciel. Est-ce qu'il peut m'inspirer? Yes. Alors, est-ce qu'il y a une autre question du panel? Qui est-ce qui veut la poser? Allez, oui. Alors, moi, ma question, elle s'adresse à Lilia Hassen. Oui. Et elle rejoint une question que vous avez posée. Claire Chazal, vous parliez tout à l'heure d'élever la société à travers la création. Et j'ai l'impression que votre création, Lilia Hassen, elle est fonctionnelle en même temps qu'artistique. Alors, est-ce que derrière la création individuelle qui est la vôtre, on peut créer des rêves collectifs, d'abord unir la société pour ensuite l'élever? Alors c'est une bonne question. Effectivement, moi, quand je commence à écrire un roman, je ne me pose pas forcément des questions politiques. Il se trouve qu'effectivement, je crois vraiment que l'art est politique, mais je ne me pose pas ces questions a priori. Je ne me dis pas, voilà, là, je vais défendre une théorie. Vraiment, d'ailleurs, je ne connais jamais la fin de mes romans. Parce que précisément, j'ai peur de m'ennuyer. Je me dis, si je commence à écrire et que je connais la fin, bon, bah, c'est une dissertation, quoi. J'ai mes parties, mon plan, et ça, vraiment, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des scènes, d'avoir presque des tableaux, des photos dans ma tête. Et c'est ces images que j'essaie de retranscrire avec des mots, d'être au plus près de ça, de ces images mentales. Par exemple, ces maisons de verre, je les voyais. Je me disais que c'était très beau, c'était très esthétique. En fait, il y avait une dimension artistique dans tout ça, qui me faisait peur, mais encore une fois, cette ambivalence de l'image, ce côté clair-obscur un peu qui m'effrayait en même temps qui m'attirait, comme dans notre société où on est à la fois voyeur et en même temps... on est à chaque fois des deux côtés, on est victime, coupable, on est vu et en même temps on est voyeur, on est toujours un peu dans des rôles comme ça, on passe d'un statut à l'autre. Et ça, d'un point de vue littéraire, c'est très intéressant parce que ça peut prendre des formes extrêmement variées, comme toute œuvre artistique. En fait, c'est pas parce qu'on a une idée de départ
voilà, d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on me pose la question, est-ce que tu parles de tes idées de roman avant? Est-ce que tu en parles à des amis? Et moi, j'ai plein d'amis qui me disent, mais non, moi, même des amis écrivains, qui me disent, ah non, moi, j'ai trop peur qu'on me pique mon idée. Et en fait, on ne pique pas une idée. Pour la simple et bonne raison que, déjà, moi, on aurait pu me raconter l'histoire de la recherche du temps perdu. Je n'aurais pas fait la recherche du temps perdu. On aurait pu me raconter le rouge et le noir. Ça n'aurait pas donné le rouge et le noir. Et en fait, on ne pique pas une idée à quelqu'un. Et on ne pique pas une motivation, surtout. C'est-à-dire que moi, mon obsession des murs transparents, je pense que je suis peut-être la seule. Et après, effectivement, là où il y a une sorte de rêve collectif qui se met en place, c'est que je pense que certaines personnes liront le livre et se diront « Ah tiens, ça me fait penser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou ça me fait penser à une situation que j'ai vécue. » Et c'est là où on se retrouve. C'est-à-dire que d'une obsession singulière, on arrive à faire une sorte de rêve effectivement collectif et en tout cas un espace de débat et de réflexion. Voilà, ça nourrit en tout cas un débat politique. Ou une réflexion collective, ou une remise en question collective, ou une interrogation sur cette société-là que nous... Tout à l'heure, Thomas parlait de Brassens, mais quand il écrit La non-demande en mariage, par exemple, il se positionne contre des conventions, il se positionne contre... Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Exactement. C'est de toute façon, ces chanteurs même qui se disaient parfois apolitiques, etc., il y avait une forme d'engagement même à vouloir, comme dit Jean-Charles, comme le dit si bien Jean-Charles, à vouloir... aller contre, à vouloir, comme un alchimiste, transformer le plomb en or, se dire, voilà, c'est pas parce que c'est une serpillère qu'elle n'a pas de valeur, et en fait, c'est parce que moi, je vais la regarder différemment qu'elle va prendre de la valeur. Et cette question du regard, elle est centrale dans l'art. Qui veut ajouter quelque chose sur le rôle politique d'une œuvre, même si on n'a pas l'envie de porter un message, précisément... Je ne vais plus oser toucher ma serpillière, parce que... oui. C'est toi qui décides. Ça dépend. Est-ce que, Gérard, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le rôle politique de l'artiste, le fait que peut-être la culture aujourd'hui, parce que vous avez commencé tout à l'heure un petit message politique envers le ministre des Finances, est-ce qu'on peut s'adresser au ministre de la Culture ou dire qu'il faut encore plus aider les artistes pour Je ne suis pas sûr que l'artiste soit le personnage le plus adapté à parler de son art. Par pas exemple, toujours, mais... On est, je ne sais pas, en 1815, Beethoven est en train d'écrire l'hymne à la joie. Est-ce qu'il se posait des questions, comment je vais faire pour composer cette merveille? Il ne se posait pas cette question. Il avait un morceau de papier, il avait une plume, de l'encre, et puis il écrivait en respectant les règles du solfège qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il maîtrisait, comme tous les artistes, et c'était fluide, comme un liquide qui passait de son cerveau à son bras, à sa main, à sa plume, sur un manuscrit que nous conservons comme Don Juan à la Bibliothèque nationale, les 1000 pages de manuscrits. Mais il ne se posait pas de questions. Je crois que la création, l'art, est un oxygène. Collectif, personnel. Collectif, personnel et collectif. Wagner a été poursuivi par toutes les polices d'Europe en 1848. Il y avait des placards comme des mandats d'arrêt et il s'appelait Richard Wagner. Il était poursuivi par toutes les polices. Le fait qu'un artiste soit, je dirais, souhaite que son art profite à l'humanité, au bien public, au bonheur, à la paix, c'est incontestable. Mais il ne se peut-être sans en avoir pas, conscience, bien sûr. Il y a beaucoup plus de spontanéité une fois que la matérialité, en l'occurrence du solfège ou des couleurs dans votre art, est respectée. Et après, c'est le génie, c'est votre génie. Et il faut, comme disait, il faut que ce soit une promenade, le rêve. Mais nous, dans le monde, dans l'entreprise, et je pense que vous serez d'accord, c'est horrible ce que je vais dire, le rêve doit être une immanence contrôlée, sage et responsable. Christian, vous êtes d'accord ? Pas tout à fait. Allez-y alors. Pas tout à fait. Il faut rêver d'aller vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout des rêves. J'y suis pas arrivé totalement. Il reste encore à faire. Du reste, ma fille qui est ici présente y participera avec un CEO
que j'avais nommé, que j'avais engagé comme... c'est un rêve aussi, je l'ai engagé, il était simple stagiaire, aujourd'hui c'est lui qui dirige le groupe. Tout ça, ce sont des rêves que j'ai réalisés parce que j'essaye toujours d'aller au bout de mes rêves. Aujourd'hui, si vous voulez, si j'ai un rêve qui reste profondément pour mon groupe, pour moi, c'est le mot confiance. Vous savez, je faisais des discours dans le monde entier, comme je n'ai pas toujours une grande mémoire où je suis fatigué, j'avais fait C-L-A-R-I-N-S, Clarins. C, la confiance, L, love, l'amour, A, l'authenticité, R, le respect, I, l'innovation, N, naturel, et R, le service ou la sincérité. Et la confiance, pour moi, dans le groupe, c'est ce qui nous a liés. J'ai fait confiance à plein de gens. Je viens de vous dire que mon CEO, il était stagiaire. J'ai 8 stagiaires qui sont à des postes de direction d'un pays. J'ai 4 femmes qui sont présidentes de filiales et qui étaient vendeuses grands magasins. Tout ça, elles n'avaient pas de diplôme, elles n'étaient pas soi-disant qualifiées, mais elles avaient, alors là je reviens à la politique, elles avaient le bon sens. J'aime pas utiliser le mot ménagère, mais elles avaient ce qu'on appelle dans le sens, elles savaient dépenser, elles savaient ce qu'elles pouvaient dépenser, elles savaient ce qu'elles pouvaient faire, et elles géraient très 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 bien. Nous, on a aujourd'hui des gens qui dépensent l'argent des autres. C'est très facile d'être généreux avec l'argent des autres. Alors qu'une ménagère ou un homme responsable est généreux avec son argent. Ça fait une très grosse différence. Merci. Vous êtes d'accord? Il est d'accord avec moi. Oui, on est d'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole parce que, évidemment, c'est passionnant, mais on a peut-être des petites questions personnelles à l'un ou à l'autre. On va peut-être prendre une dernière question de vous qui avez réfléchi. Qui est-ce qui veut s'exprimer? Du coup, moi, je vais vous poser une question, Monsieur Courtin. J'aimerais savoir, en tant que dirigeant d'entreprise, comment est-ce que vous faites pour concilier la rigueur financière stratégique avec justement le rêve et l'imaginaire? Alors, je prends la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous partez de rien, vous construisez. Donc, vous achevez votre rêve, et si votre rêve fonctionne, parce que malheureusement, les rêves ne fonctionnent pas, et comme disent les Américains, il faut apprendre de ses échecs, donc on recommence et on recommence d'une façon différente. À partir du moment où il y a des flux dits financiers, je suis dans le monde des affaires, hein, la question était dans le monde des affaires. À partir du moment où il y a des flux financiers positifs, on arrive à gravir des étapes qui font qu'on peut continuer de rêver. L'investissement dont on a besoin, ça nous permet de... par exemple, en ce moment, cette année, vous savez, on exporte, on fabrique 100% en France et on exporte 95% de ce qu'on fabrique. Donc on construit une nouvelle usine qui va se terminer début d'année prochaine en France. C'est-à-dire que je continue mon rêve de continuer à fabriquer tout en France pour Clarins. Ça, c'était un rêve. Donc si vous voulez, c'est le succès qui permet de rêver et d'aller plus loin. Et mon rêve, naturellement, c'est de construire une 3e usine, de préserver mes emplois et de continuer comme ça, et de pouvoir aller dans les musées, et de pouvoir aller dans des concerts, et de pouvoir acheter vos livres et vos peintures, parce qu'il ne faut pas oublier vos peintures, et puis de me mettre un tout petit peu plus avec toi, Jean-Charles, dans la mode, puisque on se connaît depuis très très longtemps, sans oublier le piano, que j'admire et dont j'aurais aimé être un grand artiste, mais là... je n'ai pas réussi ça. Alors, est-ce que Gérard peut compléter ce que dit Christian sur la difficulté qu'il y a parfois à concilier une nécessité économique, c'est ce que vous disiez, je crois, les équilibres financiers, ces contraintes-là qui sont matérielles ou en tout cas presque mathématiques, avec ce désir de rêver ou de poursuivre un idéal. Prenez votre micro, vous avez votre micro. Je l'ai. C'est dangereux de rêver. C'est dangereux quoi? Pourquoi? Pour l'équilibre d'une entreprise? C'est dangereux. Mon artisan de tout à l'heure, s'il devenait roi, comme il avait rêvé de devenir, ce serait dangereux. Son entreprise s'effondrerait? Je veux bien donner une chance au rêve. Mais le rêve, d'abord, quand on rêve beaucoup, ça nous donne une autre nature, une autre identité, et ça nous fait paraître. C'est terrible que de paraître sans être vraiment. On peut être un cuistre, on peut inventer, on peut imaginer, on peut paraître, mais ce qu'on est, EST, vraiment, l'identité, est-ce que le rêve n'est pas un risque de passer à côté de l'essentiel?
C'est pas très grave de passer à côté de l'identité. Est-ce que justement être artiste, c'est pas aussi pouvoir se mouvoir dans différentes identités, de pouvoir passer d'une identité à l'autre, de pouvoir être d'autres personnes que nous-mêmes? Je me fais l'avocat de l'ange. Je me fais l'avocat de l'ange. J'espère que c'est vous qui avez raison. Et je pense que c'est vous. Mais je ne peux pas le dire. À vrai dire, comme dans un rêve, je vais rêver en dormant. Et je vais continuer à dormir pour vous écouter. Mais je ne peux pas dire autre chose. Le rêve, c'est irresponsable que de construire une vie sur un rêve. Et en même temps, le rêve, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure et que vous allez réaliser à Notre-Dame le 7 décembre. Et nous, on a tous envie de dire l'inverse. On a envie de rêver et surtout de faire que le rêve soit productif, le rêve soit positif, le rêve soit porteur de quelque chose. L'envie, il faut la contrôler. Le rêve, il faut le circonscrire. En tout cas, on a de la... Je veux bien. Voilà. C'est facile que d'espérer le rêve. Pardonnez-moi. Non, mais je reprends, voilà. Pardon. Moi, je rêvais d'être archéologue. Je rêvais d'être militaire. Je rêvais d'être artiste, je rêvais d'être fashion designer, je rêvais d'être designer, je rêvais d'être historien, je rêvais de faire mille choses. Et j'ai fait toutes ces choses. Et en fait, je suis devenu, selon l'appellation française, un touche-à-tout. Alors en France, si on n'est pas dans une structure précise... C'est mal vu, oui. Hein, c'est vraiment. Oui, vous savez comment ça s'appelle aux États-Unis? Renaissance Men. C'est pas pareil. Alors, le maximum en France, c'est touche-à-tout de génie. C'est un touche-à-tout de génie. Jean Cocteau était un touche-à-tout de génie. Léonard de Vinci était un touche-à-tout de génie. Alors, moi, ce qui me fascine, le seul rêve que je n'arriverai jamais à accomplir, c'est de jouer de la musique. Et vraiment, Dieu sait que j'ai essayé, j'y arrive pas. Tu peux t'y mettre. Mais non, je pensais juste à ce truc de rêve, évidemment. On a de la chance de rêver tout ça par rapport à l'art, parce qu'il y a évidemment des pays et des gens qui rêvent déjà peut-être d'avoir un toit, un habit chaud, de manger un œuf. Enfin, voilà, donc ça, c'est... Et je pensais aussi qu'aujourd'hui, finalement, nos sociétés sont gouvernées, enfin c'est un cliché, hein, mais plus tellement par nos présidents, mais par les GAFA, les géants du capital, et qui ont finalement pas mal de rêves assez intéressants, hein, puisqu'ils veulent repousser la recherche, l'espérance de vie, etc. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent dans la médecine génétique. Il y a des trucs il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, on arrive à ça. C'est un peu grâce à eux, donc il n'y a pas que des mauvais aspects. C'est sûr que les réseaux sociaux, moi, je n'adore pas tellement, mais il n'y a pas que des mauvaises choses dans les réseaux sociaux. Voilà, ça tue le rêve. Les réseaux sociaux, je trouve, tuent le rêve. C'est-à-dire qu'on regarde ça vous défilez le truc. Là, il n'y a plus d'imaginaire. On est complètement happé. Il y a une espèce de truc. C'est même d'ailleurs, avec tout le respect, on se demande si TikTok quand même n'est pas une arme de propagande secrète chinoise. Mais je sais. C'est la vérité, parce que c'est de plus en plus bête quand même. TikTok, c'est encore plus bête que les autres. C'est quand même, on va plus. Enfin, je sais pas. Jean-Charles. Je parlais au directeur. Déjà, on a oublié le Covid déjà. Ça fait combien? C'était comme si c'était rien passé. Ah oui. Voilà. Il y aura deuxième, il y aura troisième. Bon, ça c'est un autre débat. Jean-Charles. Je disais. Pour finir mon propos, que je parlais récemment au directeur du Royal College of Art, et pour la première fois, il y a une classe touche-à-tout. C'est la première année où il y a une classe... Royal College de Art. Royal College of Art, à Londres. Oui, mais là, on est chez les Anglais, c'est un tout peu différent. La photographie. Donc, je recommande à tous de vous intéresser à tout, parce que tout nous touche. Oui, là tu mets le doigt sur la différence parfois entre la culture anglo-saxonne et l'éducation anglo-saxonne et la nôtre. Parce que où on favorise les passerelles, la diversité d'études. Bien sûr, parce que c'est notre temps.
C'est peut-être pas des réflexes qui ont cours chez nous, malheureusement. Alors, c'est très riche, notre conversation. Vous l'avez vu, on a déjà eu énormément de réponses. Les questions aussi de nos jeunes panélistes. Est-ce que dans la salle, il y a bien sûr des questions à poser? J'imagine que oui. Mais ne vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas, on va poursuivre le débat encore un petit quart d'heure. Alors, voilà, ici, monsieur, oui. Voilà. On va vous passer un micro. Bonjour, Tristan Bay, Crush Magazine. Est-ce que finalement aussi, vous avez tous, il y a pas mal de points communs dans les définitions que vous avez données du rêve, de la création. Il y a aussi des petites différences, mais est-ce que on ne fait pas tout ça aussi? On n'essaye pas de créer pour fuir la vérité et soulager notre conscience? Alors, Lilia, oui, si tu veux. Ah non, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que quand on crée, on ne se sent pas mieux après. Hein. C'est le contraire. J'ai l'impression qu'au contraire, on remue beaucoup de choses. On parlait des questions tout à l'heure, on pose beaucoup de questions. Moi, je n'ai pas l'impression de me soulager en écrivant. Au contraire, j'ai l'impression de plonger de plus en plus vers des zones inconscientes que je ne connaissais pas. Moi, je n'ai pas l'impression que l'art soit un exercice d'éclaircissement. Parce que est-ce que tu n'es jamais satisfaite de toi aussi? Peut-être qu'il y a toujours quelque chose qui est l'ordre du doute. Oui, et puis sinon, on va voir un psy. Enfin, si on a besoin d'aller mieux, il y a d'autres moyens que l'art. En fait, au contraire, le fait de se retrouver seul, parfois face à une feuille blanche, et de se dire, bon, possiblement, j'écrirai plus jamais, ce qui est tout à fait possible. Ça nous plonge quand même vers des abîmes. Voilà, c'est assez. Enfin, voilà, moi, je sais que ça peut être très déprimant, au contraire, que quand on termine un roman, il y a encore après la question de la réception, de comment il va être accueilli, et puis tout le monde aura un avis, parce que forcément, l'art est aussi public. Donc, elle appartient à tout le monde, elle ne nous appartient plus. Et donc, voilà, c'est un processus sans cesse renouvelé. Et encore une fois, on ne sait pas très bien pourquoi on le fait. Donc, en plus ça pose énormément de questions intimes derrière. Si vous voulez, pour répondre à votre question, pour moi, créer, c'est exister. Quand je fais un plat, quand j'essaye de faire la cuisine plutôt, je crée et j'existe. Dans toutes les actions de tous les jours, on peut créer. Donc, créer, c'est exister. Donc, c'est très important. Pour moi, c'est très positif. Voilà. Voilà, alors 2 points de vue différents, bien sûr, sur l'angoisse, le doute, mais aussi... Alors là, il y a une question de madame... je ne vois pas bien, oui, d'une jeune femme. Voilà. Bonjour. Alors, je m'adresse à tout le monde, mais en particulier à monsieur, je ne vois pas votre nom, je suis désolée. Gérard Beckerman. En particulier, voilà. Tout à l'heure, vous disiez c'est important de garder les pieds sur terre dans le monde de l'entreprise. Alors, c'est un fait. Il me semble quand même que le rêve a cela qu'il permet de se libérer du connu et donc d'être vraiment un levier d'innovation important qui permet d'amener le monde vers un meilleur, effectivement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas précieux d'instaurer des passerelles entre les gens qui ont les pieds sur terre et les gens qui ont la tête dans les étoiles? Je pense à moi en particulier, j'ai plein d'idées à la minute dont certaines pourraient peut-être être utiles pour améliorer le monde en général, sauf que je ne sais pas quoi en faire parce que je n'ai pas la force de concrétisation ni les moyens de production des entrepreneurs. Est-ce qu'il existe des passerelles justement ou est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'en créer à l'avenir pour que les visionnaires travaillent de concert, main dans la main avec les entrepreneurs? Ça, c'est ce qui se passe dans une entreprise. Enfin, normalement, on essaie de regrouper ceux qui imaginent et puis ceux qui font. Non ? Et après... Dans mon entreprise, l'association où nous sommes 800 000 personnes, j'ai toujours essayé depuis 18 ans que je la préside d'intégrer l'art. Et je l'ai prouvé. Nous sillonnons la France, nous faisons le tour de France, quelles que soient les villes. Et qu'est-ce que je fais ? Avant d'ennuyer mes adhérents sur l'assurance vie, la fiscalité, la banque, les choses passionnantes, comme vous le voyez, qu'est-ce que je fais ? J'invite un artiste qui vient jouer, un jeune d'un conservatoire régional à Toulouse, à Quimper, à Colmar. Et mon souhait, et je le fais régulièrement depuis toujours, c'est de montrer qu'il n'y a pas... Je disais tout à l'heure que j'étais l'avocat de l'ange, car je considère que le rêve, que l'art,
c'est quelque chose d'angélique. Ça doit nous porter, ça doit nous civiliser. Il faut absolument introduire dans nos mondes difficiles de la finance, de l'entreprise, une dose d'art et de rêve. C'est fondamental et vous ne pouvez pas savoir comme j'ai tout fait. D'abord, je rends heureux de jeunes artistes qui ont une vie très difficile dans des conservatoires. Il faut leur donner une chance. J'ouvre un chemin, une porte, et mes adhérents sont fous de joie. Ils sont contents. Et en contrepartie, j'ai invité, pour la fête du 14 juillet, des grands artistes où mon entreprise est présente comme mécène, mais en contrepartie, les organisateurs, en l'occurrence France Télévisions et Radio France, savent que s'ils veulent que mon entreprise s'engage à leur côté, il faut que nous invitions des artistes pour que nous rêvions tous ensemble et que nous vibrions à l'unisson de la France. Alors, ça c'est évidemment passionnant. Je crois que la question, si je vous ai bien comprise, c'était aussi de comprendre comment dans une entreprise, on pouvait, peut-être Christian, vous pouvez répondre, au fond, jumeler, mais de façon féconde, ceux qui ont de l'imagination, ceux qui ont des rêves, et puis ceux qui font concrètement, qui mettent en musique concrètement. Et c'est peut-être comme ça qu'une entreprise grandit. C'est tout à fait comme ça qu'une entreprise grandit, et nous faisons appel d'abord à nos équipes, parce que dans nos équipes, dans les gens qui travaillent chez Clarin, ils ne sont pas simplement collaborateurs, ils ont aussi des passions. On a fait des concours, alors qu'ils étaient internes et externes, avec la fameuse bouteille d'eau dynamisante, qui a été peinte par des artistes, qu'on a exposé un peu partout, qu'on a même vendu aux enchères. C'était assez amusant. On a créé des œuvres avec des artistes inconnus on leur avait proposé simplement d'utiliser nos packaging pour les recycler. Donc on a des pièces d'art dans les bureaux qui sont faites avec des cartons, avec des bouteilles plastiques, avec tout ça. C'est les dernières, puisqu'on s'est quand même engagé, je le dis, avant que vous considériez qu'on n'est que dans le plastique. Non, on s'est engagé d'ici 2025 à ne plus utiliser de plastique non recyclé, et nous réduisons chaque année notre poids plastique en attendant de trouver le contenant miraculeux qui sera sympathique avec la nature, accepté par tout le monde. Mais si vous voulez, dans la création artistique, on est toujours preneur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous trouvez des idées, Jean-Charles? Tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je pense que tout chef d'entreprise aujourd'hui doit être un curateur. Il doit être curateur de l'esthétique, des collaborations, des vibrations qu'il donne de son entreprise. Lorsque j'étais chef d'entreprise, de mon entreprise, j'appelais tous les artistes dont j'aimais le travail. Et je les sollicitais pour faire un podium, pour faire une installation. Je crois qu'on n'a jamais été autant dans une société où l'art est devenu totalement intégré à l'entreprise. Il suffit de le voir, que ce soit les vitrines qui sont devenues des expositions, que ce soit les défilés qui sont devenus des performances, tout est art et l'art est partout. Alors parfois, ça pose des questions d'éthique. Certains artistes se posent la question, est-ce qu'ils vont travailler pour l'entreprise? Mais je crois que désormais, cette société du spectacle dont parlait Guy Debord est omniprésente. Et donc, l'entertainment, j'ai eu une expérience chez Benetton, par exemple, dont j'étais directeur artistique pendant 4 ans. Et quand je suis arrivé, ils ne croyaient que dans les 5 P. Hein. Les 5 P, c'est des choses de marketing. Il y a le produit, le prix, le positionnement, la publicité pour avoir le public. Ça, c'est le secret marketing des années 80. Et je leur ai dit, c'est fini ce temps, il faut faire 5 E. Et j'ai dit donc expérience, émotion, écologie, e-commerce et entertainment. Donc aujourd'hui, notre société est complètement en phase de bouleversement. Et cette idée de touche à tout dont je vous parlais, elle n'a jamais été aussi intégrée à l'idée d'une transversalité, je dirais.
Non, ça me fait penser, moi, dans le milieu de la musique, on voit fleurir des arénas géants. Alors ça va, moi je trouve plutôt dans l'autre sens de ce que tu racontes, parce que c'est de moins en moins beau, de moins en moins à échelle humaine. Les gens filment tout le concert comme ça avec un téléphone. On peut même plus taper des mains ou chanter, parce qu'il y a tellement d'écho, c'est tellement grand. On pourrait construire par contre un Leclerc au milieu de la salle. Alors que là, par exemple, on est dans une salle magnifique, donc je sais pas si on a. C'est plus propice à la création ou à quelque chose. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'est jamais dans un progrès. J'ai l'impression que l'histoire se répète, qu'on oublie tout, que ça recommence. Il y a des choses qui se complexifient, qu'on comprend, des choses qu'on oublie. Malheureusement, je vois pas qu'on aille forcément dans un sens positif, hélas. Allez-y, Gérard, si vous voulez ajouter rapidement quelque chose. Dans l'entreprise, le rêve doit être sage. Mais aujourd'hui, devant vous tous et devant de tels artistes, je dirais, le rêve, c'est un prétexte à consommer sans modération. On a un philosophe. Alors, on va prendre une dernière. Pardonnez-nous, mais c'est. Thomas, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était. Voilà. C'était bien dit. Une dernière question, pardon, mais il est 12h30 et nous devons nous interrompre. Je crois que ça a été déjà très riche. Mais on va en prendre une petite dernière. Oui, monsieur, voilà, pardon, on est désolé de choisir. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question, et les mots ont leur importance, je trouve. Quand on parle de création, il y a un mot qui est un peu lié, qui est l'opposé, qui est la destruction. Et je me demande si parfois il n'est pas nécessaire, plutôt pour mieux créer, de passer par une phase de destruction. Intéressant. Voilà. Mais alors, c'est ce qu'on a dit un peu, c'est-à-dire qu'il fallait. Parfois, il faut briser des codes. Recycler. Ou alors détruire des idoles pour créer, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas. Il y a un mot qu'on n'a pas employé, alors que c'est quand même le mot central, qui est le mot de liberté. Oui. Et effectivement, la liberté d'aller contre, la liberté de tout recommencer aussi parfois, la liberté d'avoir une chanson, d'avoir un texte et de se dire que non, on va le mettre de côté. Alors peut-être le détruire, je ne sais pas, mais en tout cas ne pas. C'est sûr qu'il y a aussi cette liberté de ne pas tout dire, de ne pas seulement être justement dans la démonstration ou dans l'étalage. On peut aussi choisir de retenir. Et par exemple, dans l'écriture du roman, c'est vrai qu'on peut totalement déconstruire aussi. Et c'est vrai que moi, je reçois beaucoup de livres, même de manuscrits ou de premiers romans. Et c'est vrai que je me dis, c'est fou finalement. Il y a beaucoup de ressemblances dans ce que je reçois. Et alors même qu'aujourd'hui, on a le droit de tout faire. On peut écrire à la deuxième personne, on peut dire tu, on peut écrire vous, on peut imaginer une histoire sans personnage, on peut imaginer une histoire avec 100 personnages à l'inverse. Et finalement, je reçois beaucoup de choses très très formatées. Donc c'est vrai que ça interroge aussi. Et j'ai l'impression que le fait d'aspirer à être artiste, en tout cas, c'est aussi comprendre dans quel monde on est, comprendre ce qui se fait déjà. Et se dire, voilà, maintenant, si j'ai une idée de départ, une émotion, quel est le meilleur moyen pour le mettre en œuvre? Et parfois, ça passe par une déconstruction totale des codes, déconstruire, enlever les chapitres. En fait, voilà, tout est possible. Et c'est vrai que ça, c'est une chose auquel on ne pense pas. Souvent, les gens qui veulent commencer à écrire pensent qu'il faut écrire à l'imparfait avec du passé simple et qu'il y a des codes. En réalité, comme justement ce que je disais tout à l'heure, on ne vous attend pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je me pose une mini-question, là j'ai envie de vous la poser à vous et à tous. C'est cette question finalement d'apprentissage, de connaissance de l'art. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être un petit peu initié, un petit peu cultivé en musique, en littérature, en peinture, pour pouvoir avoir ce frisson ultime et apprécier des œuvres? Parce qu'aujourd'hui on est vraiment à l'époque justement de la démocratisation un petit peu de tout. Et voilà, dans quelle mesure finalement le caviar des plus beaux-arts sont réservés à certaines personnes qui peuvent atteindre ça? Ou alors est-ce que c'est la raison du plus grand nombre aujourd'hui qui a l'air de fonctionner plutôt? C'est ce qu'on souhaite pour une société, de s'enrichir, de se cultiver, de découvrir, d'avoir des points de comparaison, des références pour apprécier. Les télévisions, les radios, qui à l'époque étaient beaucoup moins nombreuses, décidaient de faire passer tel ou tel artiste, je parle pour ma paroisse, chanteur, ou tel. Et tout le monde voyait ce type-là. Aujourd'hui, c'est plus dilué, quoi. Il y a tellement de réseaux, tellement de trucs. Je sais pas, j'en sais. Sur l'école aussi. C'est la question qu'on posait. Est-ce qu'un ministre de la Culture peut se dispenser de connaître une clé de sol? Ça c'est un peu annexe, je sais pas. Jean-Charles.
Moi, je crois que rêver et créer a été transformer mes fêlures. Ça a été très important. Voilà. Je pense que ça a été comme planter une graine dans la fêlure et en faire un bel arbre. C'est voilà, une très belle notion, la liberté que Lily a évoquée, les doutes en soi-même et tout ce en quoi on va puiser pour créer et pour justement favoriser, produire ces œuvres d'art qui vont toutes, au fond, nous porter aussi collectivement. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de dire dans ce débat sur créer pour rêver, rêver pour créer. Voilà. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs. Merci. Cher Jean Chen, merci Christian Courtin, merci Gérard Beckerman, Jean-Charles de Castelbajac, bien sûr Lily Hassen et Thomas Dutronc. Merci d'avoir été tous avec nous. Bonne suite de débat. Merci à Claire Chazal. Merci Thomas.